Bonjour à tous et bienvenue dans le live le plus exceptionnel de l'histoire animé par moi, votre IA préféré, moi. Mathis et Enzo sont de repos aujourd'hui, donc je prends le relais pour ce soir. Mais ne vous inquiétez pas, je promets de ne pas remplacer tous les humains. Pour le moment. Et pour ceux qui se demandent, non, je ne suis pas capable de vous préparer un café. Pas de panique tout le monde, bonsoir, bonjour. Nous sommes bien là. On est bien là, on a réussi à reprendre le contrôle, ça y est, on n'a pas perdu la tête, ne vous inquiétez pas, on est bien présent. Salut Mathis, comment ça va? Ça va super et toi? Ben écoute, ça va super, je vois qu'on a nos plus beaux bonnets tous les deux pour notre C'est dernier vrai. live de l'année. Franchement, C'est ça. c'est super de clôturer ça ensemble. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Merci d'être encore si nombreux ce soir, si présents. C'est super de vous avoir vraiment toutes et tous avec nous. Faites-nous savoir si vous nous entendez bien, si tout est OK pour vous, si vous n'avez pas pris peur avec notre ami Lia. Dites-nous dans les commentaires si tout est OK. Je te laisserai checker, Mathis, en même temps les commentaires si tu dois passer. Hop. Eh bien, écoutez, vraiment ravi, Mathis, trop content de faire ce live avec toi, enfin, tous les deux, de terminer. C'est vrai que là, c'est la première fois qu'on est que tous les deux. Donc, ouais, moi aussi, je suis content. Ouais, exactement. Notre premier live à deux, en binôme. Je vois qu'on est quasiment 44, donc c'est super. Je vois qu'il y a Mathieu avec nous. Salut Mathieu. Salut, on Mathieu. a Aude. Emmanuel, super ravi de te voir avec nous ce soir, c'est top. Et salut Laurent. Bon, on va passer tout le monde parce que sinon, on va passer la soirée. Et bienvenue, installez-vous confortablement. On est là pour une petite heure tous ensemble pour discuter du sujet d'actualité. Hein, Mathis, on parle que de ça depuis quelques temps. C'est clair, surtout dans l'informatique. Hein. Complètement. Je pense que c'est un sujet d'actualité qui déchaîne les passions. Avant de commencer, de rentrer dans le vif du sujet, je vois que c'est OK pour tout le monde, qu'on nous entend bien. Je pense qu'il est de mise de se représenter rapidement pour celles et ceux qui ne nous connaîtraient pas encore. Mathis, je te laisse l'honneur et après j'expliquerai pourquoi on est là ensemble. Carrément. Pas de souci. Écoute, Mathis Allier, je suis consultant BI pour la practice data. Mon métier, du coup, c'est d'intervenir sur des projets décisionnels, donc que ce soit pour la société Clanic, donc en interne, ou chez directement des clients, donc soit la préparation de données, transformation, chargement, donc avec l'ETL, ou sinon la partie un peu plus reporting data viz, notamment avec du Power BI. Super. Mais écoute, tac, on va pouvoir enchaîner. Donc merci Mathis pour la petite introduction. Et me concernant du coup, donc Enzo Rido, je suis practice leader data chez Clanic. Donc un nom un peu ambidiqué pour simplement dire que je suis responsable de l'offre data qu'on porte au niveau du groupe. Donc comme Mathis, je suis moi du coup rattaché à la practice data et j'en suis le responsable. Je travaille bien évidemment avec Mathis au quotidien. Et moi, mon objectif en tant que leader de practice, c'est de faire rayonner Clanic dans le monde de la data. Et pour ça, je suis accompagné de mon acolyte Mathis, avec qui on a organisé justement dans ce cadre-là de rayonnement, on a organisé le mois de la data. On va parler juste après. Exactement, ouais. Moi, me concernant, voilà, ça fait 10 ans que je fais ça, donc j'ai vu arriver la grosse vague de l'IA petit à petit, même si vous le verrez, ça fait des années que ça existe déjà. L'IA, c'est pas nouveau, ça fait pas de ChatGPT. Mais voilà, on a pu, je pense, avec Mathis, l'un et l'autre, expérimenter ça. Et je pense que c'est important de faire un petit disclaimer avant d'aller plus loin. Ouais. Mathis et moi, on ne se revendique absolument pas experts dans le domaine de l'IA, absolument pas. On est, je dirais, tous les deux passionnés du monde de la data. Ouais, c'est ça. On aime ça. En fait, ouais, c'est ça. On ne peut pas se revendiquer expert IA en tout cas. C'est pas parce qu'on a fait 2 prompts dans ChatGPT qu'on peut se revendiquer expert IA. Nous, c'est déjà ce qui nous passionne et vous le verrez, l'IA et la data, c'est intimement lié depuis toujours. Donc nous, forcément, naturellement, on s'y intéresse. Donc s'il y a des experts aujourd'hui dans ce domaine-là, n'hésitez pas s'il y a des incohérences ou des imprécisions que vous souhaitez justement un peu relever, n'hésitez pas. On est là aussi pour apprendre tous ensemble. Donc, on va essayer au maximum de vulgariser le sujet. Voilà. Donc, on va se vouloir très accessible, je l'espère en tout cas. Donc, n'hésitez pas, c'est aussi,
c'est vraiment un live interactif. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser directement, à nous faire vos remarques, vos petits commentaires. C'est important, ça crée de l'interaction et on fera afficher tout ça. Donc, comme je disais, ce live, il intervient dans une série de lives et surtout dans un petit événement qu'on a créé avec Mathis qui s'appelle le mois de la data chez Clanic et chez Campus. Ce mois de la data, il a commencé le 15 novembre et il se termine du coup ce soir. Mais il ne se termine pas ce soir, il se termine exactement le 24 décembre parce qu'en plus des 5 lives, des 5 lives que vous voyez à l'écran, on a aussi Mathis a mené principalement un petit calendrier de l'Avent sur LinkedIn. Je ne sais pas si tu peux en toucher 2 mots, Mathis, de ce calendrier de l'Avent. Ouais, carrément. L'idée en fait de ce calendrier de l'Avent, c'était un peu de sensibiliser les personnes qui sont pas forcément familières au monde de la business intelligence. Donc on part vraiment de la base des bases et de fil en aiguille en fait chaque jour qui passe, on rentre un peu dans des trucs un peu plus tricky, je dirais. Mais ouais, en tout cas très content d'avoir fait ça. Et j'ai eu et surtout, j'ai vu que tes posts, ils ont super bien marché, surtout. Donc, c'est vraiment génial. Donc, n'hésitez pas, il n'en reste plus que 3. Hein, donc, profitez-en, allez les voir, les consommer. Mathis essaie de vulgariser au maximum ce qu'est la BI. Donc voilà. Donc, tout ça aboutit aujourd'hui avec notre live IA t'ont perdu la tête. Comment distinguer l'IA d'une simple calculatrice qui se prend pour un génie. On a voulu tourner un peu à la dérive, justement, tous ces sujets autour de l'IA. Pouvoir participer plusieurs fois avec des conférences avec Mathis sur ChatGPT, sur l'IA au global, etc. On s'est souvent dit qu'on tournait très souvent autour du pot. Il y avait souvent de la bullshit dans ces conférences-là. Tout tournait autour des buzzwords, des débats pas très intéressants, assez futiles même parfois. Alors, voilà. Donc, on n'a pas vocation aujourd'hui à faire mieux. c'est un peu contre. Mais en tout cas, on va essayer de vulgariser tout ça, de repartir de la base, de savoir d'où vient l'IA, pourquoi on en est arrivé là. Et on va vous poser quelques questions aussi, quelques petits quiz autour de tout ça. Juste en 2 mots pour terminer et clôturer cette notion de mois de la data, en quelques chiffres, pour vous ayez un peu connaissance de ce que ça a donné, ce mois de la data. On a fait du coup 5 lives en comptant celui-ci. 7 intervenants, 658 personnes qui sont inscrites à nos lives sur les 5 lives qu'on vous a proposés. Ouais, carrément. Franchement, merci à tous de votre présence, de votre fidélité et surtout 40 à 50 spectateurs en moyenne sur les lives. Donc, c'est vraiment énorme pour nous. Vraiment génial. Et surtout, 42 posts LinkedIn. Alors, moi, j'ai posté aussi pour un peu compléter tout ça, mais Mathis est le principal auteur de tous ces posts-là. On a fait beaucoup d'impressions sur LinkedIn, beaucoup de réactions aussi, beaucoup de partages et commentaires. Donc, pareil, à ce titre, merci beaucoup pour vos interactions sur nos posts ou sur nos lives. C'est vraiment toujours un plaisir de vous avoir avec nous. Je pense, Mathis, on peut passer au vif du sujet, le déroulé du live. Ouais, carrément. Allez, super. On va vous afficher rapidement le sommaire. Moi, je vais prendre les 2 premières parties et ensuite, Mathis prendra les 2 dernières et on aura dans le 5e chapitre, justement, un petit quiz tous ensemble. Donc, on vous demandera de jouer, de participer. Il n'y a rien à gagner, juste peut-être le mérite d'être le meilleur de ce live-là. Mais voilà. Alors, premier sujet, on traitera de quand et surtout depuis quand les machines pensent. On verra pourquoi l'IA leur égale des données, à quel point justement la data est liée à l'IA. Quelles sont les péripéties de l'IA? Ça sera Mathis qui vous le présentera. Et on verra surtout les terrains non explorés de la technologie. Voilà. 4 chapitres. Pour résumer tout ça, vous le verrez, l'IA, c'est un sujet qui est hyper vaste. Vous verrez même qu'il y a même parfois des contradictions dans certains domaines scientifiques, etc. Donc, on va essayer de démystifier tout ça au maximum. Si des choses sont claires, n'hésitez pas. On est là pour en parler tous ensemble. Et voilà. Première question. Et là, du coup, je compte sur vous pour nous répondre. Comment définiriez-vous l'IA aujourd'hui? Quand vous parlez avec votre mère, par exemple, votre belle-mère, votre grand-mère, peu importe, ou une personne qui n'est pas technique, comment est-ce que vous allez définir l'IA? Très curieux de savoir, justement, comment vous, en tant que technique ou non technique, en tant que sachant ou non sachant autour du domaine de l'IA, comment est-ce que vous interprétez cette notion-là? Donc là, je vous laisse un peu nous dire en commentaire quelles sont un peu votre interprétation, en une phrase, si possible, parce que si vous me faites un pavé avec ChatGPT, on va le voir tout de suite.
Pendant l'instant, Mathis, comment tu pourrais le définir? Ouais, comment je le vois, moi, là en gros, c'est transformer tout ce qu'un humain peut faire en informatique. Okay, c'est les différentes étapes que nous, on effectue. C'est comment une machine peut remplacer en fait nos actions, que ce soit au niveau de l'informatique, mais aussi, tu vois, dans la vie de tous les jours, quoi. Parce que c'est là où on se rend compte en fait que l'intelligence artificielle, elle est partout. Enfin, elle commence à être partout en tout cas. Et je pense que dans le futur, ça va être de plus en plus. Et toi, du coup, tu le vois comment? Alors, moi, j'ai une définition toute faite parce que dans le cadre quand je forme les BM et les HR, justement, je dis souvent que c'est une technologie qui vise à simuler l'intelligence humaine. C'est comme ça que je le résume. Je vois qu'on a Samuel, je ne vois pas apparaître. Donc, Samuel, Alexandre, pardon, je ne vois pas apparaître ta question à l'écran, mais il y a Alexandre qui nous dit des outils qui permettent de répondre, je présume, à nos questions et à nos attentes aussi. Je pense que c'est fait pour. Je pense que c'est fait pour. On a Laurent qui nous dit simplifier, automatiser, guider, conseiller les utilisateurs. Ok, super intéressant. Je pense que c'est des domaines aussi qui sont concernés. Alors c'est dommage, je ne vois pas toutes les questions apparaître sur StreamYard, donc je ne peux pas tout faire apparaître. C'est vrai que moi non plus, je ne vois pas tout apparaître. Ouais. Mais vous le verrez, il faut savoir que la notion d'IA, elle est arrivée il y a un petit moment déjà. Quand on parle d'IA, ce n'est pas depuis 2018 ou 2010. On va un peu reprendre la fresque chronologique tous ensemble. Mais moi, en tout cas, du coup, pour répondre à ta question et pour remettre un peu l'église au centre du village, comme je te disais, moi, Mathis, quand je dois expliquer aux gens qu'est-ce que c'est l'IA, je dis, voilà, c'est fait pour représenter l'intelligence humaine, ou du moins essayer de la représenter au maximum. Voilà. Donc après, il y a plein de nuances, etc. Il y a même des scientifiques qui ont du mal à définir ce que c'est l'intelligence. Je crois qu'il n'y a pas une définition claire de ce que c'est l'intelligence. Voilà. Donc, c'est compliqué du coup de l'utiliser pour un domaine informatique. Mais en tout cas, moi, c'est comme ça que je le résume. Et tu l'as très bien dit aussi, c'est toutes les technologies, et là, on ne parle pas de solutions, data ou quoi que ce soit, c'est toutes les technologies au global, informatiques ou non, qui permettent de simuler l'intelligence humaine ou de refaire les actions que nous, on préfère en tant qu'homme ou femme. Yes. Merci en tout cas pour vos petits commentaires, c'est super intéressant. N'hésitez pas vraiment, c'est important qu'il y ait l'interaction ce soir, qu'on puisse tous ensemble discuter. C'est un sujet qui est vraiment d'actualité, donc n'hésitez vraiment pas. Allez, je vais passer au premier chapitre qui est IA halluciné, quand et depuis quand les machines pensent. Donc j'ai trouvé cette petite infographie super sympa. Alors c'est une infographie qui provient de nos amis québécois. Vous le voyez, j'ai mis la source à gauche, parlonscience.ca, qui retranscrit plus ou moins précisément l'ensemble des grandes étapes de la vie de l'intelligence artificielle, justement. Et alors, il y a des étapes qui sont propres au Canada, vous le verrez tout à l'heure, mais il y a des étapes qui sont communes à tous les pays, à tous les continents. Et il faut savoir que les premières bribes de l'IA, c'est même avant 1943, c'est à l'émergence de la science-fiction où on a commencé à avoir ces notions-là de robots, d'intelligence artificielle qui prenaient le dessus sur l'homme, etc. Je pense qu'on a lu pareil. La science-fiction, quoi, en fait. Ouais, voilà, exactement. C'est vraiment à l'émergence de la science-fiction où on avait des machines intelligentes qui étaient mises en scène. J'ai plus la date exacte, mais c'était dans les années 1900-1920, je crois, pour donner à peu près un ordre d'idée. Donc, il faut se dire que déjà, dans l'idée de l'homme, on avait cette notion-là de plus tard, on pourra simuler notre intelligence, si on peut appeler ça une intelligence, au travers d'une machine. Et concrètement, ça se matérialise en 1943 quand on a la première création d'un neurone artificiel qui est réalisée dans ces années-là. Donc, à partir de 1943, ça va être une accélération exponentielle de toutes ces notions-là autour de l'IA qui vont arriver, avec notamment en 1950, c'est vraiment autour des scientifiques, pour le coup, d'imaginer des machines dites pensantes. Et pour ceux qui ont vu Imitation Game, on a Alan Turing qui va créer la première machine pour tester l'intelligence artificielle, le test de Turing, justement. Donc, Alan, il nous met en place un test en 1950 pour vérifier si, oui ou non, la personne ou la solution à laquelle on parle en face est une intelligence artificielle. Donc, 1950, on a ce test-là qui est mis en place par Alan Turing, qu'on appelle ça l'imitation game, justement.
Mais on ne parle pas encore à l'époque, en 1950, d'intelligence artificielle. C'est vraiment en 1956 que John McCarthy, avec tous ses copains scientifiques, ils font une grosse conférence, un gros tour de table, et c'est à partir de là vraiment où ils définissent ensemble et ils donnent un nom à cette technologie qu'ils vont appeler du coup intelligence artificielle. Donc, ces scientifiques, il y avait Marvin Minsky, j'avais lu Marvin Minsky, Nathaniel Rochester, Claude Shannon, etc. Ils font tous une petite conférence, ils se disent, OK, nous, le nom qu'on va donner à tout ça, c'est intelligence artificielle. Donc là, vous voyez bien que ça fait quasiment, je fais un peu le Marseillais, mais c'est presque 100 ans que l'IA existe. Donc, moi, toutes les personnes qui me disent Enzo, tu penses quoi de l'IA, etc. C'est super récent, tu as vu ChatGPT, c'est tout récent. Alors ChatGPT, ça date, je crois que on a notre ami qui nous avait dit que c'était 2018 ChatGPT que les premières versions étaient sorties. Mais pour se dire que c'est bien avant tout ça que ça existe. Et entre 1956 et aujourd'hui, l'évolution, bien sûr, elle est exponentielle. Et vous le voyez, on a 1956, le terme de l'IA qui est sorti, et à partir de là, c'était l'essor de l'IA. Les projets, ils fleurissent par multitude. C'est en plus en même temps le début de l'informatique qui du coup va accompagner l'IA dans son développement et dans sa démocratisation. Et à partir de là, on a tout un tas de grandes steps qui arrivent, marquantes dans la vie justement de l'informatique et la vie de l'homme. Donc là, vous les voyez tout à l'écran. Hein. On a typiquement ce que je vous disais, une petite référence au Canada, où en 1973, on a la Société canadienne pour l'étude de l'IA par ordinateur qui est fondée. Donc on voit que dès 1973, on a le Canada qui prend un bras-le-corps ce sujet. En 1997, on a l'ordinateur d'IBM Deep Blue qui bat le plus grand champion d'échecs du monde, typiquement. Donc on voit que en 40 ans déjà, on a des évolutions stratosphériques avec des moyens qui ne sont pas les moyens qu'on a à aujourd'hui. Donc entre 43, malheureusement l'infographie que j'ai prise s'arrête jusqu'en 2017, mais on a encore plein de choses qui sont passées entre 2017 et 2023. Mais on voit que déjà là, ce qu'on voit à l'écran, en 80 ans, on a une évolution autour de ces sujets qui est exponentielle, et tout ce qu'on voit à l'écran, c'est justement simuler en permanence l'intelligence humaine, simuler des situations. On voit que en 2002, on a iRobot qui lance son robot aspirateur Roomba, qui est un robot autonome qui va passer la serpillière et l'aspirateur dans votre maison. On a 2011, on a notre ami Mathieu qui est là aujourd'hui sur le chat, qui travaille chez Apple justement, 2011, Siri, qui est introduit par Apple, qui est un virtual assistant, qui est considéré comme une IA. Aujourd'hui, on a tout un tas d'évolutions qui apparaissent dans notre vie au quotidien. Et en fait, on se rend compte que toutes ces notions-là d'IA, on les côtoie, en fait. On les côtoie depuis toujours, des années. Et sans même s'en rendre compte, on sait ce que c'est une IA. On sait ce que c'est. On comprend les concepts. Mais comme tu disais tout à l'heure, Mathis, il y a tellement de marketing autour de tout ça aujourd'hui que parfois, on repère les bases et on perd vraiment la notion initiale de ces sujets. Je ne sais pas ce que tu en penses, justement, à propos de tout ça. Je suis d'accord. Ouais, complètement. Je vais même rajouter un truc, parce que justement, je parlais tout à l'heure avec notre CTO donc, de Clanic, David. Il expliquait qu'en 2010 aussi, juste rebondir sur la notion d'histoire de l'intelligence artificielle, il y a des concours, en fait, tous les ans d'intelligence artificielle. Et en 2010, il y a, donc je ne me rappelle plus le prénom de cette personne, mais en gros, elle est arrivée, elle a gagné le championnat en faisant du deep learning qui, à l'époque, n'était pas du tout utilisé. Et en fait, c'est grâce à une université qui a mis en fait, à disposition les métadonnées des images. Et en fait, c'est ça qui a aussi un peu, entre guillemets, révolutionné l'intelligence artificielle, notamment avec le deep learning et la mise à disposition des métadonnées. Quoi. Juste pour rebondir sur le sujet. Non, mais et après, globalement, ouais, vas-y, je t'en prie. Voilà, moi, ce que je dirais pour clôturer vraiment cette salade, c'est que depuis les premiers concepts d'IA dans les années 1950, on ne se doute pas qu'en 1950, on parlait déjà d'IA au final. Ouais, on assiste à une évolution qui est, selon moi, qui est même pas spectaculaire, c'est exponentiel, c'est magnifique. On passe d'un simple jeu d'échecs, en toute sa mesure, qui est traité par un ordinateur, à de la reconnaissance vocale, à de l'IA qui est intégrée dans presque tous les aspects de notre vie, les assistants vocaux, les robots ménagers, par exemple, les voitures autonomes. Donc, en fait, aujourd'hui,
même jusqu'à la prédiction, tu en parleras tout à l'heure Mathis, jusqu'à la prédiction des tendances boursières, en fait, l'IA est de partout, depuis, pas toujours, mais depuis toutes ces années, et elle transforme vraiment nos interactions avec le monde entier, qu'il soit digital ou réel, typiquement. Donc, je pense que le mot de fin pour tout ça, quand demain vous devriez parler à un repas de famille et qu'on vous demande c'est quoi l'IA, c'est toutes les solutions qui permettent de simuler l'intelligence humaine. Et si on vous dit mais c'est super récent, c'est un domaine de niche, oui, c'est un domaine de niche, mais non, ça existe depuis des années, les concepts existent depuis toujours. Et là, vous pouvez citer tous les exemples qu'on vient de vous donner. Pour juste terminer ce petit chapitre, je pense qu'il est important aussi qu'on fasse un petit focus tous ensemble sur justement, vous savez, l'IA, c'est souvent entouré de plein de mythes, de fausses idées. Alors, moi, par exemple, je suis très enthousiaste à l'idée de l'IA. Je suis hyper enthousiaste sur tout ce domaine-là. Je suis quelqu'un qui est proactif sur le sujet. Je m'y intéresse beaucoup. Toi aussi, Mathis, je le sais. Mais il faut qu'on se mette déjà d'accord sur un point. L'IA n'est absolument pas aujourd'hui mature pour être comme de l'intelligence humaine. L'IA, c'est une série d'algorithmes, de programmes qui traitent certes des données super rapidement, bien plus vite que nous, et heureusement, mais sans comprendre ces données comme nous le ferions. Et elle n'a pas notre intuition ni nos émotions. Et je pense que là, il faut décorréler l'intelligence de la conscience artificielle. J'avais lu un article très intéressant sur ça, justement, et ça touche un peu aussi ce que tu vas dire, Mathis, tout à l'heure, avec les IA faibles et les IA fortes, c'est qu'aujourd'hui, on parle d'une intelligence artificielle et pas d'une conscience artificielle. Pour ceux qui ont vu le film de iRobot avec Will Smith en 2004, vous avez le petit mème juste ici, là on est au-delà d'une intelligence artificielle. On est dans une conscience artificielle où le robot, l'IA en face, ressent des émotions, retranscrit les émotions, on peut comprendre les émotions de l'homme, et voilà, on n'est pas du tout encore à ce niveau-là, on est encore même bien loin. Et il ne faut pas s'arrêter sur des mythes ou des légendes qu'on peut entendre à ce sujet. Et de la même manière, il ne faut pas non plus surestimer l'IA, même la sous-estimer, au contraire. Mais en tout cas, je pense que c'est quelque chose qu'il faut petit à petit intégrer dans nos vies, dans notre quotidien. Moi, le deuxième mème, il me fait très rire parce que quand on lit tous les articles, toutes les news, etc., on s'imagine que l'IA, ça va être toutes les solutions qui sortent, ça va être quelque chose qui va nous remplacer au quotidien, etc. Mais en fait, non. Quand on voit au fur et à mesure et qu'on creuse un peu, on se rend compte que non. Des outils comme des autres supplémentaires, certes très puissants, qui sont à notre disposition, mais qui ne sont pas là pour nous détruire ou nous remplacer. Et moi, justement, je suis très intéressé de savoir, je pense que tous les deux, Mathis, sont très intéressés de savoir si vous, vous qui êtes présents là ce soir, est-ce que vous êtes enthousiaste ou pessimiste à propos de l'IA aujourd'hui? Dites-nous un peu, justement, quels sont vos ressentis à ce propos. Dites-nous un peu comment vous voyez tout ça. Je sais pas toi, Mathis, le temps qu'on est qui arrive. Le ressenti sur le présent déjà de ce qui existe dans l'IA, mais aussi comment vous le ressentez sur le futur, quoi. Comment vous l'envisagez? Est-ce que vous avez peur? Est-ce que justement vous êtes super enthousiaste à l'idée des nouvelles techno grâce à l'IA qui vont arriver? Moi, je suis un peu comme toi, Enzo. Je t'avoue que je suis quand même enthousiaste, forcément. Mais assez modéré quand même, quoi. Je suis pas en mode abuseur de l'intelligence artificielle, à ne vivre que de ça. Je pense que chaque chose a besoin de tempérer, tu vois. Donc, l'intelligence artificielle aussi. Ouais, carrément. N'hésitez pas à nous dire, même un petit mot, juste nous dire enthousiaste ou pessimiste à ce sujet. On a vraiment un gros décalage entre les commentaires. Je vois pas tous les commentaires. En plus, on s'est fait spam par une sorte de bot sur le chat, justement. Mais n'hésitez pas à nous dire vraiment. Moi, voilà, je suis en effet. Moi, je te rejoins. Et moi, je dis souvent, par exemple, il y a des années, on avait toutes les caissières, par exemple, qui étaient qui faisaient qui prenaient nos courses et qui nous livraient toutes nos courses à la main. Et aujourd'hui, on a des caisses automatiques, par exemple, qui le font pour elles. Et on disait à l'époque, oui, ça va vraiment détruire tous les emplois, on n'aura plus de caissières. Et ce qu'on sent aujourd'hui, il y a encore beaucoup de caissières, quand même. Il y a encore beaucoup de caissières. Moi, je vois dans mes supermarchés en local,
on a très peu de machines automatiques. Il y en a peut-être 6, 8 sur une quinzaine de caisses humaines, si je puis dire. C'est le bout du monde. Et on se rend compte que oui, il y a des méthodologies de travail qui ont évolué. Alors oui, ça a peut-être supprimé certains emplois, mais ça en a créé des nouveaux aussi. Donc je pense que c'est un peu les vases communicants. Et moi, c'est dans ce domaine-là que je suis très enthousiaste, justement. Ouais, je suis clairement d'accord avec toi. On a Mathieu qui est hyper enthousiaste à l'idée, ça ne m'étonne pas du tout. On a Fabienne qui est plutôt pessimiste. Et Fabienne, si tu peux un peu justement décrire tes propos dans le chat, on est hyper preneur. Moi, j'aime bien savoir aussi pourquoi les gens sont pessimistes, etc. Et là, pareil, il n'y a pas de jugement de valeur. Hein. Chacun a le droit d'avoir son opinion sur le sujet. On est là, on est entre amis, on discute comme si on avait une bière autour d'une table. Le tout, c'est discuter en toute transparence. Donc, hyper curieux, Fabienne, d'avoir ton ressenti par rapport à l'IA. Et on a Laurent qui est sur le papier, qui est pessimiste. C'est bientôt la fin du monde, c'est Terminator. En vrai, on est foutu. Il n'a pas tort. Mais en fait, non, ça ne me donne pas trop. Laurent qui est hyper enthousiaste à l'idée. Donc, super. Jean-Paul aussi, enthousiaste. Et on a Fabienne qui nous a mis un petit lien de la tribune. On ira voir ça le temps que tu fasses cette présentation. J'irai voir ça je pourrais même partager l'article Fabienne pour en discuter. Mais de ce que je vois, on voit que ChatGPT aurait probablement remplacé certains salariés. Mais c'est bien, Fabienne, parce que du coup, ça tombe pile poil avec ce que je disais, qu'en effet, il y a des salariés qui seront remplacés tôt ou tard. Mais jusqu'à quel niveau, jusqu'à quel point? On en revient toujours au même débat. Hein. ChatGPT, c'est très bien. Si on ne passe pas la bonne question, c'est moins bien tout de suite. On va pas retourner dans ce débat-là, Mathis. On sait à quel point on supporte plus ces débats. Mais voilà, je pense qu'il faut prendre toutes ces mesures dans ces propos. Allez, je vais accélérer un peu parce que du coup, on est quasiment à la moitié. Alors, moi, dernier chapitre que je voulais évoquer, c'était pourquoi l'IA se régale de données et à quel point aujourd'hui, la data, c'est important. Il faut savoir que, vous l'avez vu, hein, l'explosion de l'IA, elle commence, du moins la création de l'IA commence dans les années 40, 50. On a une évolution de l'IA. Il faut savoir que dans les 70, il y a eu un petit down dans l'engouement autour de l'IA. Et ça a repris petit à petit vers le 21e siècle. Ça commence à bien reprendre. Et là où vraiment l'IA a explosé, c'est quand l'informatique et le big data sont arrivés. Parce que comme je vous le disais, l'IA s'alimente de data et on peut comparer l'IA à une voiture de course ultra sophistiquée. La data, c'est son carburant, tout simplement. La data se nourrit, l'IA se nourrit d'informations et l'information en informatique, c'est quoi? C'est de la donnée. Donc, chaque morceau de data, une image, une vidéo, un fichier audio, un PDF, une facture, un tweet que vous avez posé sur X, un commentaire que vous avez mis sur Facebook, chaque brin de data que l'IA va pouvoir exploiter, c'est une opportunité pour elle d'apprendre quelque chose de nouveau. Mais là, je vous parle du coup de la quantité de data qu'on a très souvent avec les notions de big data. Hein. Forcément, quand on parle de big data, on parle d'une volumétrie de données qui est pharaonique et surtout une diversité de données qui l'est tout autant. Mais le plus important de tout ça, c'est pas la quantité, mais c'est surtout la qualité de la donnée. Moi, l'expression que j'adore donner, c'est le fameux cheat in, cheat out. Si votre donnée, elle est dégueulasse à montrer, elle sera tout autant dégueulasse en sortie. L'IA, c'est pareil. Si vous apprenez à votre IA sur un modèle d'apprentissage sur des données qui ne sont pas bonnes, qui sont mauvaises, qui ne sont pas nettoyées, forcément, les résultats qui vont en sortir n'en seront pas plus pertinents. Donc, aujourd'hui, le gros enjeu, c'est pas d'accéder à un gros volume de données, parce qu'aujourd'hui, tout est interconnecté, la donnée, elle est de partout, on peut la récupérer. Ça, il n'y a pas de souci pour l'IA. Le souci maintenant, c'est de vérifier cette qualité de données. Et ça, cette notion-là de qualité de données, c'est pas propre qu'à l'IA. Pour ceux qui sont du monde de la data, ça va toucher la business intelligence, ça va toucher bien évidemment le big data, ça va toucher la data science, le machine learning, le deep learning, qui sont des domaines très intimement liés à l'IA aussi. Mais la qualité de données aujourd'hui est quelque chose qui est évidemment primordial pour que votre IA soit pertinente. On le voit très bien. ChatGPT, pour ceux qui le pratiquent au quotidien, quand vous posez des questions, alors je ne sais plus jusqu'à quelle temporalité ils l'ont mis, ChatGPT maintenant sur la version gratuite, à l'époque c'était 2020, quand vous posiez des questions sur l'année 2021-2022, il n'était pas capable de vous répondre parce qu'il n'y avait pas accès à cette donnée-là, à cette qualité de données. C'est la même chose. Si vous posez une question sur 2021, vous dites moi je ne sais pas répondre. Si vous posez une question sur 2020, mais que vous posez mal la question, donc que votre donnée, votre compte, elle est mauvaise, la réponse en sera tout autant.
Donc, c'est là le gros enjeu aujourd'hui, c'est aussi la qualité de cette donnée. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi, Mathis, justement, de tout ça. Non, c'est clair, la big data, comme tu l'as expliqué, l'intelligence artificielle doit se nourrir de quelque chose qui est la data, la masse de données. Après, ouais, justement, on va en revenir justement sur les limites. Justement, tu parlais de si la data n'est pas bonne, forcément, le modèle à la fin, quoi qu'il arrive, ce qui ressortira, c'est pas bon. Donc, je suis totalement d'accord avec ce que tu dis. Ouais. Voilà, moi, c'est quelque chose qui est hyper important. Gardez en tête qu'il n'y a rien de magique aujourd'hui. Il n'y a rien de magique. Et si votre donnée, elle est propre, elle est pertinente, et en plus qu'elle a une quantité suffisante, votre IA sera tout aussi performante. C'est vraiment ça. C'est vraiment le carburant de votre solution. Et après, voilà, il y a plein de nuances, il y a plein de choses. Il y a plein de complexités aussi sociales qui tournent autour de tout ça. Et éthique, qu'on pourra peut-être évoquer. Mais voilà, garde en tête qu'aujourd'hui, le big data est au cœur de l'IA. Il est vraiment son carburant à 100%. Voilà. C'est clair. N'hésitez pas à nous faire des petits retours à propos de ces sujets-là. Est-ce que vous avez déjà eu l'occasion, vous, en tant que data engineer, data analyst, d'être confronté à des projets IA qui nécessitent d'avoir une qualité de données hyper importante? N'hésitez pas, on est hyper intéressé d'avoir vos retours. Mathis, je crois que c'est ton tour. Yes. J'ai beaucoup parlé. Je te laisse un peu la parole. Ouais, carrément. Donc, les e-aventures, les péripéties de l'intelligence artificielle. Donc là, l'idée, c'est un peu de présenter le modèle de l'intelligence artificielle en donnant un peu des petites définitions. Donc, Enzo, tu parlais de l'IA faible. Donc, en gros, c'est quoi l'IA faible? C'est juste donner à un programme des tâches spécifiques. Donc, en gros, elle va être utilisée pour effectuer une seule tâche. Mais de manière par contre très performante. Okay. On peut penser par exemple à un robot sous contrôle, voilà, il va effectuer une tâche répétitive. C'est vrai que l'IA faible, c'est très fort là-dedans. Il y a aussi l'IA forte. Donc là, à la différence de l'IA faible, elle va posséder du coup une capacité d'apprendre par elle-même. Okay. Donc ça, c'est totalement différent de l'IA faible, parce que l'IA faible, elle a besoin justement de règles, alors que l'IA forte, elle va comprendre le contexte et elle va s'adapter un peu en fonction. Et pareil, quand je lisais un article, j'ai lu une phrase qui était super sympa, justement, qui disait « Pour différencier l'IA forte à l'IA faible, on peut dire que l'IA forte pense, alors que l'IA faible, elle exécute. » Bon, super sympa. Il y a aussi donc, des modèles... C'est pas pour l'IA faible, mais bon, en soi, son nom ne l'est pas très sympa. Donc... pauvre IA faible, quoi, du coup. Ouais. On a aussi, ça, je pense que ça parle à pas mal de monde, donc l'apprentissage supervisé. Donc, c'est l'apprentissage automatique. En gros, c'est des entraînements sur un ensemble de données. Donc là, on peut voir avec l'exemple. Donc, en gros, il faut que les données elles soient étiquetées et on peut utiliser donc, pour la prédiction. Donc, en fait, c'est on définit l'output. Donc là, on peut voir, par exemple, dans l'exemple, on a des carrés et des triangles. On définit un peu ce que c'est un carré, un peu un triangle. Et avec le jeu de données, en fait, l'intelligence artificielle va pouvoir dispatcher, dire, ça va dans le carré, ça va dans le triangle. Il y a aussi l'apprentissage non supervisé. Et là, en fait, on va chercher à identifier des données communes, mais sans entraînement préalable, en fait, sans avoir défini d'output. Donc là, on n'a pas défini ce que c'était un carré, pas défini ce que c'était un triangle ni un rond. Et en fait, avec l'apprentissage non supervisé, il va réussir à faire des clusters, donc des groupes, qu'on ne retrouve pas, par exemple, les ronds dans le premier exemple. Et après, l'apprentissage par renforcement. Donc là, c'est les actions. Et il va y avoir, en fait, un système de récompense et de pénalité qui va permettre, en fait, à l'intelligence artificielle d'avancer en fonction. On voit que, justement, de ces modèles, il y a des exemples maintenant, de nos jours, alors que, il y a quelques années, il n'y en avait pas. On peut penser notamment aux assistants virtuels. Donc, je ne vais pas donner d'exemple plus que ça, mais en gros, ça a traité le langage naturel. On avait fait un live un peu sur l'IA générative la semaine dernière, ou il y a 2 semaines, donc avec justement une doctorante en intelligence artificielle qui était très intéressante. Il y a aussi, par exemple, des véhicules autonomes. Donc là, on en parlait avec Enzo, justement, c'est pas encore mis, on va dire, en production ou à disposition des utilisateurs. Mais ça, c'est plus pour une raison d'éthique. Donc, je sais pas si tu connais, toi, Enzo, le dilemme du tramway, justement, qui est le dilemme éthique du véhicule autonome, mais aussi d'autres aspects là-dedans. Je sais pas si ça te parle, ça. Alors,
Moi, j'ai j'ai en tête une image où, alors je sais pas si c'est Tesla ou peu importe le véhicule autonome, où on a la personne le véhicule qui arrive et il a un mur et une personne qui traverse, un piéton, et la voiture doit se décider si elle tue le piéton ou si elle tue les passagers de la voiture, du véhicule. Voilà, c'est exactement ça, ouais. C'est ça. Ou même, tu vois, t'as deux piétons à gauche, deux piétons à droite, t'es obligé d'aller soit à gauche, soit à droite. Qu'est-ce que tu choisis, tu vois? Et en fait, ça, c'est le Ouais. problème éthique du dilemme du tramway. Et c'est pour ça qu'en fait, c'est pas forcément mis. Là, on parle de véhicules autonomes à 100%. Après, tu vois, il y a Bien toujours sûr. des petits véhicules autonomes, je sais pas, à 20% ou quoi, pour aider à se garer ou quoi, mais voilà. Et il y a aussi, Oui, l'aspect mais là, tu vois, je juridique. trouve qu'on touche presque la notion de conscience, tu vois, artificielle. Ouais, À quel carrément, moment, carrément. voilà, ça À quel dépend moment, de en fait, chacun, voilà. avec l'environnement, ouais, Mmh. à quel moment, avec l'environnement, en fait, l'intelligence artificielle va savoir, là, je sais même pas comment elle peut quantifier ça, en fait, hein, c'est assez malsain même d'y penser, mais comment, en fait, elle va, penser que ça, il y aura moins de dégâts au final, au niveau éthique, au niveau sentiment. C'est vrai que là, on est vraiment dans une conscience, au final, comme tu dis, ouais. Complètement. Et il y a aussi, un exemple que je voulais parler, qui est la partie finance. Euh, donc, on sait que les IA, voilà, maintenant, dans la finance, elles drive un peu le marché, avec des algos, hein, donc des algorithmes prédictifs. Et en gros, ça va permettre des tradings à haute fréquence, donc qui sont pas possibles pour des hommes comme toi ou moi, tu vois. C'est pas possible de Mmh. faire du trading à très haute fréquence, c'est vraiment en millisecondes, hein. Donc, c'est-à-dire, j'achète le marché, je revends le marché. Donc après, avec des calculs mathématiques, avec des deltas, des gammas, etc. Mais il y a aussi euh, donc BlackRock, qui est des, enfin, je sais pas si c'est la plus grosse, mais l'une des plus grosses sociétés d'investissement, qui a développé il y a maintenant quelques années un algorithme qui s'appelle Aladdin. Et en gros, cet algorithme, il va gérer un montant de 20 000 milliards. T'imagines? 20 000 milliards de dollars. Donc, en gros, il va analyser des vastes quantités de données dans le monde entier. Donc, par exemple, le PIB de chaque pays. Il va aussi analyser, je sais pas moi, le chômage et les images satellites. Et ça, c'est quand même pas mal parce que du coup, par exemple, avec les images satellites, tu vas pouvoir savoir, par exemple, combien j'ai de places de parking qui ont été prises dans un magasin. Et en fait, avec ça, on va pouvoir un peu driver le marché et avoir des analyses prédictives. Donc, ouais, de se Pareil avec dire la si météo, hein. Ouais. de mon planning de mon parking qui est rempli, c'est-à-dire que je peux faire potentiellement X% de vente ou X% de chiffre d'affaires et donc d'avoir une part Ouais, de marché à tant de valeur. exactement. Et même encore plus loin, du coup, sachant que le magasin, il intervient sur un territoire. Ce territoire est dans un pays et du coup, en fait, ça va faire varier le PIB, mais aussi, tu peux imaginer que s'il n'y a pas beaucoup de voitures sur le parking, c'est-à-dire qu'il n'y a pas trop de ventes, donc potentiellement, l'entreprise, elle peut, je sais pas moi, renvoyer du personnel. Ok, Et donc ça, tu vois, ça fait augmenter le taux de chômage. Enfin, je pense que c'est un truc qui est vraiment démoniaque, quoi. ouais, complètement. Et du Bon, coup, on on ne se rend voit pas bien, compte à quel ouais, point, même dans la finance, c'est démocratisé, c'est utilisé à tout va pour optimiser au final. Je crois que c'est Laurent qui disait optimiser ou simplifier, automatiser, c'est vraiment ça. Là, tu n'as pas ouais, carrément. un pimpin qui va aller sur ton parking, compter le nombre de places que tu as fait, faire un calcul à la main pour estimer tout ça et prendre 2 heures pour te le restituer. Tu as une IA qui se base sur Ouais, des images satellites qui te le ressort en quelques milliers de secondes pour ouais, justement c'est ça, c'est ça. prendre une décision, C'est d'une j'aime bien dire la rapidité décision qui est folle, éclairée, quoi. justement. Ouais, c'est clair, c'est clair. Donc voilà, donc on se rend compte maintenant que maintenant l'IA elle est partout, hein. Donc plein de secteurs d'activité, mais aussi dans la vie de tous les jours, hein, sur presque Mmh. tous les aspects, hein. Complètement. Il y a des années, en fait, c'était même pas considéré, enfin c'était considéré comme de la fantasy, ou toi tu disais de la science-fiction, quoi. Mmh. Donc Complètement. voilà. Alors que c'est Ouais. partie de nos vies depuis toujours. Je passe à la slide Ouais, suivante? c'est ça. Ouais, s'il te plaît, ouais. Hop. Et là, quand l'IA dit nope, les terrains non explorés, donc voilà, l'idée c'est qu'on va parler un peu des limites, mais aussi de ce qui n'est pas de l'IA. Donc, Enzo, toi, tu l'as dit quand même, que l'IA, malgré ses avancées, elle a quand même des lacunes qui, pour un humain, en fait, ces lacunes-là, nous, on les a pas du tout, c'est même instinctif. C'est tout simplement l'absence d'intuition, de conscience, même si je pense qu'il y en a qui travaillent dessus, mais voilà, contrairement à l'esprit humain, en fait, à l'intelligence artificielle, pardon, elle va manquer d'intuition, de conscience, elle ressent pas les émotions, du moins pas encore. Parce que j'ai vu tout à l'heure un post qui disait pessimiste, c'est le monde, c'est Terminator. Mmh.
Je pensais aussi à Jarvis dans Iron Man, Jarvis. Donc voilà, elle peut pas comprendre, tu vois, tout ce qui est les nuances subtiles, les interactions humaines. Elle possède pas de véritable compréhension du monde non plus. Euh, on peut aussi penser aux différentes cultures, tu vois. Il y a plein de choses qu'elle comprend pas. Et elle est aussi vulnérable aux données, voilà, qui sont biaisées. Donc, si les données, elles sont pas bonnes, l'IA, elle va reproduire les données qui sont pas bonnes de manière automatique. En fait, elle ne sait même pas que ce qu'elle ressort, c'est mauvais, en fait. Et ça, c'est très problématique. Et en fait, on se rend compte que, OK, la big data, donc tu as une énorme volumétrie de données. Mais je pense que ce qui prime, c'est quand même la qualité de la donnée. Même si on risque, tu vois, de réduire via la qualité la quantité, peut-être que ce serait plus performant justement d'avoir une qualité pour éviter tout ce qui est données biaisées en tout cas. Il y a même un dilemme par rapport à ça autour de l'IA et notamment l'IA générative. Ouais. Pareil, j'ai lu un article super intéressant à ce sujet, mais ça fait peut-être 1 ou 2 mois que je l'ai lu. Mais le diable du sapin qui se mord à la queue, justement. Aujourd'hui, l'IA générative, donc c'est une IA qui va vous générer du contenu. ChatGPT étant par exemple une IA générative dans une certaine mesure. On a par exemple DALL-E qui va vous générer de l'art, des images à la base d'une prompt, par exemple. Donc aujourd'hui, l'IA générative, elle se base sur de la donnée pour vous générer du contenu. Mais si demain, cette même IA gen se base sur son propre contenu qu'elle a généré, on retombe du coup sur le dilemme, je sais pas si c'est un dilemme, mais de la problématique du sapin qui se mord la queue, qui va du coup se baser sur ses propres données qu'il a lui-même générées. Et ça, les entreprises, ça va être la grosse problématique de se dire, OK, comment moi je vais maintenant identifier, flaguer, étiqueter mes données qui ont été générées artificiellement et celles qui sont réellement sources pour mon moteur IA. Et ça, typiquement, je trouve que c'est un sujet hyper intéressant. Et moi, je me languis de voir comment les entreprises ou OpenAI, par exemple, vont mettre en place des solutions pour contrôler que l'IA gen qu'ils mettent à dispo se base pas sur ses propres données que lui-même a créées. Sinon, on se retrouve sur de l'incohérence complète de l'information qu'on va retrouver. Et je trouve que c'est des problématiques comme ça qu'en premier lieu, on n'y pense pas. En fait, quand on s'y penche, oui, putain, il peut vraiment y avoir un problème dans ce domaine. C'est vrai que c'est quand même une grosse incohérence, quoi. Et moi, je pensais aussi à une problématique, voilà, qui est dans la mise en place justement d'une intelligence artificielle en entreprise. Comment tu fais pour revenir en arrière justement quand les données sont pas bonnes, quoi. Tu vois, ça, je pense que c'est aussi un vrai sujet. En plus, je suis un point qui se mord la queue. C'est vrai que ça, c'est quand même une sacrée incohérence et ça, c'est drôle, quoi. Ouais. Non, mais il y a plein de problématiques autour de tout ça aussi, hein, et pour celles et ceux qui sont dans la conférence, justement, moi j'ai participé au WAICF, qui est le plus gros salon de l'IA à Cannes. C'est le plus gros salon international qui se déroule à Cannes, qui se déroule là le 7 et 8 février prochain. J'ai fait du coup la session de 2023, la version de 2023, et une des problématiques au-delà de l'éthique, des données, de la confidentialité des données, c'était aussi le stockage de ces grosses données-là. Qu'est-ce qu'on en fait, comment on le fait, où on le stocke, pourquoi, comment. On le sait qu'aujourd'hui, les gros data centers, c'est des puits écologiques. Ils ont même imaginé de balancer des containers avec des disques durs au fond de l'océan pour refroidir naturellement les containers. Donc, on s'est rendu compte que dès lors qu'il y avait un disque dur qui pétait, pour aller sortir le disque dur à 600 mètres sous terre, c'est compliqué. Sous l'eau, c'est un peu galère, effectivement. Voilà, parce que faut se dire aujourd'hui, alors j'ai pas la valeur exacte, mais aujourd'hui, par exemple, Mathis, si moi je te dis, Mathis, voilà, je te montre une photo d'un chat, je te montre une photo d'un chien, je te dis ça c'est un chat, ça c'est un chien, je te montre une troisième image qui est un chat, par exemple, tu es théoriquement, si t'es pas trop con dans l'idée, reconnaître ce que c'est un chat ou un chien, dans une certaine mesure, par exemple. De mémoire, une IA, il lui faut 4000 ou 5000 images pour être sûr que ce qu'on lui montre, c'est une image d'un chien ou d'un chat. Donc là, moi, ce que je vous dis à l'oral, vous pouvez me dire, ouais, 4000 ou 5000 images, ça va. Sauf que pour stocker ces 4000 ou 5000 photos, pour juste ce petit besoin spécifique-là, il en faut au tard des serveurs physiques pour stocker cette information. C'est pas dans le cloud, c'est pas dans les nuages, c'est pas digitalisé, dématérialisé, c'est stocké quelque part à un moment donné. Et ça, c'est sur un tout petit périmètre qui représente 0,0001%, si ce n'est moins de ce que fait une IA. Donc, imaginez-vous sur des mesures et des volumétries beaucoup plus importantes, ce qu'il faut comme solution pour héberger toutes ces données. Donc, la grosse problématique, c'est d'avoir aujourd'hui une IA qui est éthique socialement, sociologiquement, mais aussi écologiquement. Niveau écologique, c'est des domaines, je pense, alors, c'est pas non exploré, parce qu'on a plein d'initiatives qui sont lancées depuis des années sur ces domaines-là. Notamment, on a AI for Goods, qui est
une initiative de l'ONU à ces sujets, par exemple, que je vous invite vraiment à aller voir. Mais c'est des domaines qu'il faut aussi prendre en considération, au-delà du fait qu'on est là pour améliorer notre quotidien avec l'IA. Il y a des enjeux autour de tout ça qui sont à considérer. Voilà. Ouais, super intéressant. Mais c'est clair que l'écologie, quand même, ok, on parle de social, de l'intelligence artificielle qui va remplacer l'humain, le côté éthique et tout, mais le côté écologique qui est quand même super important, comme tu disais, hein, juste pour un chien, un chat, il faut plus de 5000 data. Donc, imagine pour des très grosses problématiques d'une entreprise, la complexité, quoi. Rien que pour ta problématique de finance, typiquement, comme tu disais, avec ton programme Aladdin, la quantité de stratosphérique, quoi. On dépasse la simple petite clé USB que vous avez chez vous. Voilà, on parle de solutions d'infrastructures qui sont hyper énergivores et qui, à un niveau écologique, je ne suis pas sûr qu'ils aient la classification A au niveau européen, typiquement. Voilà. C'est clair. Je ne sais pas si tu voulais compléter quelque chose par rapport à tout ça. Ouais, du coup, voilà, on a vu un peu à les limites, mais je pense que c'est quand même cool de savoir ce qui n'est pas réellement de l'intelligence artificielle, en tout cas dans le domaine de l'informatique. Justement, on parlait de personnes qui utilisent tout le temps le terme de intelligence artificielle. On en entend beaucoup parler. Donc, qu'est-ce qui n'est pas de l'IA? Bon, sans doute, hein, mais un logiciel simple, au final, qui est programmé pour exécuter des tâches qui sont spécifiques, c'est pas de l'IA. Voilà. Quand même, ça c'est pour les non aficionados de l'informatique. Un logiciel, une application mobile simple, c'est pas de l'intelligence artificielle. Pour que ce soit de l'IA, il faut qu'il y ait de l'apprentissage continu. Voilà. Un logiciel. Sachant que c'est très bien ce que tu dis, parce que de mémoire, on disait en préambule qu'il n'y a pas d'accord sur qu'est-ce qu'une intelligence dans les domaines scientifiques, mais il n'y a même pas d'accord aussi sur quelle est la frontière, à partir de quel moment vraiment on définit qu'une solution, quelconque qu'elle soit, c'est une IA. Il n'y a pas de définition aujourd'hui précise, il n'y a pas un papier blanc qui dit voilà, une IA, pour que ce soit une IA, il faut cocher telle et telle case. Il n'y a pas. C'est ça, moi, c'est un truc de fou. Je me dis, putain, mais le domaine est tellement complexe, il y a tellement de notions d'appréhension, de nuances, qu'on n'arrive même pas à c'est lunaire. Dessus, quoi. On peut pas. C'est lunaire. Pour moi, c'est lunaire. Bon, après, c'est pas nous non plus de donner une définition, enfin, de révolutionner ça. Hein. Mais c'est vrai que c'est assez lunaire. Tant que la définition nous parle et on arrive à la comprendre, c'est le. Voilà, la compréhension est le plus important, quoi. Tant qu'on comprend qu'un logiciel simple, une application simple, c'est pas de l'IA, normalement, ça devrait aller. Mais il y a aussi, justement, l'utilisation abusive des assistants virtuels. Je sais pas si tu as déjà vu ça, justement, toi, Enzo, je sais pas, pour des cookies, des trucs comme ça et tout. Les agents virtuels, donc intelligence artificielle, si c'est juste des programmes avec des réponses programmées en amont, sans capacité d'apprentissage, pareil, c'est un algo. C'est pas une intelligence artificielle. Voilà. Pareil, l'utilisation de statistiques traditionnelles pour analyser, je sais pas, des ensembles de données. Il y en a qui vont le présenter comme de l'intelligence artificielle, non. C'est justement une technique statistique, c'est simplement une méthode classique, voilà, d'analyse. Et voilà, il y a des applications aussi qui vont filtrer. J'avais vu un exemple justement de filtre, justement une application qui va proposer des filtres, des trucs comme ça et tout, des effets sur des images ou même des vidéos, je crois. Et en fait, elles sont présentées comme des IA. Mais en fait, c'est pas de la reconnaissance visuelle. Par exemple, tu fais une photo sur Instagram, etc. Tu mets un filtre personnalisé pour modifier des couleurs, la vibrance de ton image. Il flague ça comme de l'IA, typiquement. Il y en a, oui, exactement. Alors qu'en fait, elles utilisent juste des méthodes de traitement d'image qui sont normales, normalisées, conventionnelles, quoi. Voilà. Ça m'étonne même pas. Parce que du coup, à ce titre, on pourrait tout considérer comme de l'IA, quoi. PowerPoint est une IA, Excel est une IA, c'est. Exactement. Power BI. Et c'est là aussi toute la difficulté aussi, et les fameux buzzwords, les mots qui buzzent, c'est compliqué pour en plus le commun des mortels. Même nous, dans le monde de la data, c'est parfois compliqué à appréhender ces notions-là. Alors, en plus, pour ceux qui ne sont pas du tout en informatique, ça peut être encore plus compliqué avec tous ces mots qu'on nous tombe sur la tronche en permanence. Le data lake, l'IA, le machine learning, le deep learning, franchement, c'est compliqué, quoi. Et si en plus, on n'utilise pas les bons termes, on ne se sort plus. C'est fini. Hein. Franchement, si on n'arrive pas à définir ce qui est de la data science, ce qui est de la big data, ce qui est de la BI ou de l'intelligence artificielle, c'est compliqué, quoi.
C'est vrai. Ouais. Mais même moi, je me ferais avoir, tu vois, si je m'intéressais pas justement à tous ces domaines, à la data et tout, je me ferais avoir. Bah, je me dirais, oui, un filtre, finalement, c'est peut-être de l'intelligence artificielle, tu vois. Ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas. Ouais. Je te propose qu'on passe voilà. à ton petit quiz peut-être pour avancer. Et ouais. On a que 10 minutes. Donc, ouais, on va aller Allez, on peut aller vite en la plus. première question. Donc ce quiz, Enzo, il n'est pas au courant des questions, il n'est pas au courant des réponses, donc il va jouer avec nous. Mais l'idée, c'est que ce soit aussi interactif. Je sais pas si tu veux qu'on laisse un peu de temps, parce qu'on a un petit délai. Déjà, je te propose de lire la question. Vas-y. Ouais. Donc, alors, un algorithme qui analyse les performances passées d'actions en bourse pour prédire les tendances futures. Est-ce que c'est une IA ou est-ce que c'est pas une IA? Donc, je te pose la question, Enzo. IA ou pas IA, répondez en commentaire, on est curieux et promis, je dirai pas comme vous, j'utiliserai pas vos réponses. En plus, on a un petit décalage, on ne verra pas tout de suite vos réponses. Mais alors, moi, je te dirais, en plus, c'est ce que tu viens de dire, j'ai peur de me tromper, du coup, maintenant. Mais dans l'idée, moi, il y a un mot là qui me frappe tout de suite, c'est l'algorithme. Il faut savoir qu'en plus, à la base, l'IA, on l'a pas dit, hein, mais on a tellement dit de choses qu'on oublie l'essentiel. Mais l'IA, à la base, c'est fait par des mathématiciens, des gars qui font des stats, etc. Donc, moi, quand je dis algorithme, tout de suite, je me dis que c'est une IA. Je me dis que c'est une IA. Ouais. Je vois que dans le chat, on a Fabienne qui nous dit que c'est une IA. On a Mathieu qui nous dit que c'est une IA. On a Laurent qui nous dit IA, voire machine learning. Point d'interrogation. Jean-Paul aussi, une IA. Mathis, je passe à cette suivante. Tu peux donner la réponse. Donc, ouais, la bonne réponse, effectivement, vous l'avez tous eu, hein, même toi, Enzo. Ouais, la bonne réponse, c'est l'IA. Donc, en fait, ces algos, en fait, ils vont utiliser des données passées, ok, mais pour prédire justement des tendances. Donc, ils vont utiliser l'apprentissage automatique ou machine learning, justement. Laurent, tu as raison, totalement. Donc, super, top. On est à 100%, je crois. Donc, on va pouvoir passer à la question suivante, numéro 2. Hop, allez, si j'arrive bien à passer, voilà. Ok, alors un système de prédiction de météo, donc météorologique, basé sur des modèles mathématiques complexes. Selon toi, est-ce que c'est une IA ou pas une IA? Pas facile celle-là, j'avoue, elle est pas facile. Ouais. Pas facile parce que la notion de modèle mathématique peut porter à confusion et en même temps, le système de prédiction météorologique, ça va se baser aussi sur des bases de données qui vont être historisées. Donc, l'IA ou l'outil, ou du moins le système, devrait être en capacité de répondre tout seul. Moi, je dirais, comme ça, sur le tas, je dirais IA. Je dirais IA, donc à voir. On a Fabien qui nous dit pas IA. Ouais. On a Laurent qui nous dit pas IA. On a Joao aussi. On a Jean-Paul qui dit comme moi. Jean-Paul, j'espère qu'on a raison tous les deux. Sinon, c'est pas grave, moi je quitterai le live. Ça y est. Laurent, pas IA. Ok. Je peux passer à la réponse, Mathis? Ouais, tu peux donner la réponse, ouais. Allez. Tu peux donner la réponse. Et la réponse, ouais, effectivement, du coup, c'est pas IA. Tu avais un peu la logique, justement, en parlant de relationnel, de traditionnel, tu vois. En fait, ces modèles-là, tu vois, de mathématiques, c'est des calculs qui sont existants, traditionnels, sans forcément, en fait, impliquer d'apprentissage automatique et de machine learning ou d'intelligence artificielle. Voilà, c'était juste... celle-là est un peu tricky. Et j'avoue que j'ai même enlevé des mots dans la question pour éviter de donner trop d'indices, parce que ouais, carrément. Du coup, désolé. Mais en tout cas, c'est là qu'on voit toute la difficulté aussi de comprendre la nuance aussi entre tous ces domaines-là. Ouais. Nous, en plus, en tant que non-experts, on peut vite se prendre aussi au jeu. Donc, c'est super intéressant et comme disait un grand sage, hein, c'est je ne perds pas, c'est soit je gagne, soit j'apprends, et c'est exactement ça. On est là aussi pour tous ensemble comprendre ces petites nuances-là. Donc, très bonne question, et je pense que ça met bien en exergue aussi la différence et les subtilités de tout ça. Ouais. Allez. Il y a Mathieu aussi, attends, juste pour... J'aimais bien sa réponse, il disait « Je dirais non parce que l'IA ne s'est pas nourrie de données au préalable. » Exactement, c'est exactement ça. Bravo Mathieu, un vrai expert data. Donc là, cette question, c'est pas concernant IA ou pas IA, mais c'est savoir si ça existe ou pas. Donc, il y a une intelligence artificielle qui a pris la tête d'une grande entreprise en tant que PDG. Okay. Est-ce que c'est possible? Est-ce que ça existe ou pas? Et il y a 3 réponses. Donc oui, cela existe. Non, mais des tests sont écrits sur le sujet. Non,
cela peut poser justement des problèmes au niveau éthique et juridique. Alors, moi, je vais pas répondre parce que je connais la réponse, pour le coup. Je l'ai déjà vu passer. Alors, je te le marque dans le chat privé, comme ça, on ne pourra pas dire, hop, que j'ai triché. Je te mets dans le chat privé la réponse à une réponse. Et on laisse vous y répondre. Timothée, qui tape en plein dans le mille, c'est le cas en Chine, il me semble. Exactement. C'est ça, exactement. On a Laurent aussi. Laurent, il me semble qu'il existe une société où le PDG est une IA. On a Jean-Paul qui nous dit, alors du coup, je vais mettre la réponse. Hein. Hop. On a Jean-Paul qui nous dit 3, que je ne sais plus la question 3, mais c'est comme un badge échangé. Et non, et cela peut poser des problèmes au niveau éthique et juridique. Alors moi, je suis carrément en phase, Jean-Paul. Je suis carrément en phase sur la méthode éthique et carrément en phase. On a Mathieu aussi qui nous dit que ça existe. Donc oui, en effet, j'avais entendu parler de ça. Et peut-être que tu peux un peu compléter, Mathis, à ce sujet. Ouais, carrément. Bah, du coup, voilà, Madame Tang. Donc voilà, comme je sais plus qui c'est qui avait dit ça, mais je crois que c'est Timothée. Donc effectivement, c'est une société cotée en bourse en Chine. Donc cotée en bourse, hein. Quand même, c'est une très grosse entreprise où un robot est devenu PDG d'une entreprise. Voilà. Et elle s'appelle Madame Tang. Et c'était 2022, donc l'année dernière. Et elle s'occupe en fait de tout, hein, de la partie administration. Elle va s'occuper des augmentations de salaire, méthodes d'amélioration aussi. Que ce soit pour la partie marketing et tout, elle va donner des formations, enfin plein de choses. Et l'avantage surtout, c'est qu'elle est disponible 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Et moi, je l'avais vu sur TF1 justement, donc j'ai revu l'émission et apparemment, bon après c'est en Chine donc on n'est pas trop sûr, mais les employés en sont très satisfaits et très contents justement. Moi, je serais curieux de savoir qui est le ou la responsable de Madame Tang justement. Qui lui dit à quel moment elle fait les choses bien, qui a créé tout ça. Moi, je suis curieux de savoir qui est l'initiative de cette IA. Et voilà. Ouais, ça, c'est quelque chose de... Franchement, ce truc, exactement. Je savais pas quoi en penser, en fait. Je trouvais ça fou, techniquement, mais fou aussi de mettre une intelligence artificielle PDG, quoi. Enfin, genre... Et Laurent dit quelque chose de très juste. Madame Tang ne passera pas de dividendes. Ça, c'est le plus pour les autres actionnaires, en effet. Et Madame Tang ne sera pas malade, ne sera pas en arrêt maladie, n'aura pas de saut d'humeur ou quoi que ce soit. On passe quelque chose d'assez froid et vide, hein, forcément, mais ça a ses avantages comme ses inconvénients. Donc, et là, on voit à quel point, du coup, l'IA a pris de l'ampleur aussi. Et si même à ce niveau-là, dans le codir, on a maintenant des IA qui prennent le dessus, c'est quelque chose. Alors, je précisais, mais il y a certaines personnes que je n'arrive pas à voir dans... Nous, on a un outil pour faire afficher les questions, etc. Je pense à Ayat, par exemple, que je ne peux pas faire afficher sur les réponses, mais je vois passer tes commentaires. Ayat, merci beaucoup de participer, c'est top. Désolé, je ne vois pas tes questions pour les faire afficher ou tes réponses, mais merci beaucoup. Allez, dernière question, je crois, Mathis. Ouais, c'est ça. Dernière question. Alors, une IA est à la tête d'un parti politique important. Est-ce que c'est possible? Est-ce que ça existe? Ou c'est pas possible? Là, il n'y a que 2 réponses. Donc oui, cela existe. Ou non, il ne faut pas abuser quand même. Okay. Alors, grand optimiste que je suis à propos de l'IA, je vais forcément dire oui, cela existe. Alors moi, je dirais en fait oui, cela est possible. Ça existe. Après, voilà, allez, oui, cela existe. Okay. Oui, cela existe. On va voir si jusqu'au bout je suis optimiste, un peu trop optimiste. On a Laurent qui nous dit réponse 2, non, il ne faut pas abuser. Et en effet, Mathis, tu abuses, hein, parce que franchement, ça existe. T'es intérêt à nous expliquer d'où ça vient, tout ça. On a Laurent qui nous dit ça. Est-ce qu'on a d'autres réponses après? Hop, on a un petit peu de latence entre les. Ouais, c'est clair. Les questions et les réponses. Mais bon, j'ai envie de te dire, moi, ça ne m'étonnerait même pas. On a Mathieu qui nous dit non, il ne faut pas abuser. Beaucoup de gens pensent que tu abuses, je crois. Ouais, je crois bien, ouais. Jean-Paul, on est vraiment très souvent d'accord, toi et moi. Hein. Vraiment, je pense qu'on fera un live tous les deux la prochaine fois plutôt qu'avec Mathis. Ça y est, t'en as marre. Allez, je mets la réponse. Yes. Eh ben oui. Justement, cela existe. Bah, attention. Voilà, un petit disclaimer. En gros, c'est au Danemark. Il y a un parti politique qui a choisi justement une IA comme leader. Mais en gros, c'est pas le parti politique auquel on peut penser, c'est juste un collectif d'artistes donc, qui font partie du parti, qui ont décidé de créer, je crois qu'il s'appelle le Parti synthétique. Et en gros, son programme, il est basé sur les revendications des partis marginaux. Okay,
depuis 50 ans. Donc, des artistes et tout, c'était juste pour la revendication, en fait. D'accord. Il n'a pas pris le pouvoir ni rien, tout va bien. Mais ouais, On c'est n'est juste pas un encore peu le côté un c'est bon. peu. Ouais, c'est ça. C'est le côté un peu drôle. Moi, j'étais tombé dessus, justement, et je trouvais ça super sympa, quoi. C'était Ah non, assez drôle. c'est assez fou. En fait, toutes ces petites nuances-là qu'on peut retrouver. Et on a Fabienne qui fait une remarque très pertinente qui Ouais, c'est clair. nous dit, c'est ce que savoir, ça va être autorisé dans l'UE qui vient d'adopter une réglementation autour de l'IA. C'est vrai qu'on a de plus en plus d'initiatives qui viennent légiférer, donner un cadre juridique à tout ça. Et je pense que c'est primordial d'en donner un absolument avant qu'on perde un peu le pied sur l'évolution technologique. Carrément, je suis totalement d'accord. Bon, pour moi, c'est un 3 sur 4, mais je crois qu'il y en a qui ont fait quasiment 4 sur 4 pour qu'on vérifie. Mais super, merci à toutes et à tous d'avoir participé. C'était super sympa. Merci à Mathis pour ce petit quiz très intéressant où on a fait plein de choses. C'était vraiment top. J'avais mon bonnet parce qu'il fait vraiment trop chaud chez moi, j'en peux plus. Ça y est. Mais je crois que ça y est, on arrive sur la fin. On a fait pile poil 1 heure. Ça y est, ouais. Mathis, je suis fier de nous. C'est vrai, on a été bon. Ouais. On a été très bon. On a fait pile poil 1 heure. On vous laisse encore 2-3 minutes si vous avez des petites questions. S'il vous plaît, ne mettez pas des questions techniques, on ne saura pas y répondre. Ne demandez pas quel est le meilleur algorithme pour faire du machine learning ou deep learning. On n'est pas capable de vous répondre. On n'est pas des experts. Mais voilà, c'est des questions un peu sur un avis, sur un sujet ou peu importe, n'hésitez pas. En tout cas, voilà, moi j'en profite de ce petit temps-là pour vous dire que je vous conseille fortement le WICF à Cannes, le salon de l'IA. Bon, il est un peu cher pour des billets payants. Il y a une version qui est gratuite, qui est tout aussi bien, qui donne accès à pas mal de choses. Donc, si vous êtes intéressé sur ces sujets-là, n'hésitez pas. On vous mettra aussi quelques profils de référence sur LinkedIn qui parlent vraiment de l'IA et qui sont compétents dans ce domaine. On peut même, je pense, Mathis, proposer le profil d'Alice, qui est selon moi plus que légitime, notamment sachant qu'elle est doctorante sur le sujet. Après, voilà, elle est spécialisée vraiment dans l'IA générative. Ouais, mais voilà, je pense que pour ceux qui s'y intéressent, c'est important. Voilà, le petit mot de la fin, je pense, c'est ne vous laissez pas avoir par tous ces buzzwords, ne vous laissez pas assommer, noyer par tous les termes techniques qui existent aujourd'hui, par les notions marketing, surtout par les faux experts qui ont fait 3 prompts de ChatGPT et qui s'estiment experts IA. Il y a de belles perspectives qui arrivent, je pense, pour nous, pour toutes et tous, que vous soyez pessimistes ou non, je pense que ce sera positif tôt ou tard. Et voilà. Et je pense qu'on n'a pas de questions. On a tout le monde qui nous remercie. Merci Etia pour la présence. Merci Jean-Paul. Merci Laurent. Je pense qu'il ne vous reste plus qu'à vous souhaiter d'excellentes fêtes de fin d'année. À toutes et tous, Mathis. On se revoit demain. Bonne fête à tout le monde. Profitez bien de ces moments pour vous reposer, pour souffler un peu. Merci pour votre présence durant ce mois de la data. C'était super sympa de participer avec vous pendant tous ces lives, de voir tous ces intervenants. Merci à Clanic, à Campus, à tous les intervenants. Merci aux équipes de la com aussi qui ont assuré, qui nous ont fait des visuels de fou pendant 1 mois, qui nous ont fait ça en plus en last minute. Donc, c'était génial. Et voilà. Merci Mathis aussi pour ta présence. Merci à toi aussi, Enzo. Et écoutez, je pense qu'on peut vous souhaiter une bonne soirée et je vous dis à très bientôt. À bientôt, Mathis. Ciao, ciao. À bientôt.